1h05, dernière partie de la grande table. Caroline Brouet. Merci Antoine Mercier. Suite de cette émission spéciale dans le cadre d'une journée spéciale. Comment en sommes-nous arrivés là et que faire après le choc Charlie? Nous sommes en compagnie du père Christian Delorme. Bonjour. Bonjour. L'un des animateurs de la marche de 1983 pour l'égalité et contre le racisme. Vous avez été membre pendant 10 ans de la direction de la CIMAD, pendant 6 ans du Haut Conseil à l'intégration. On vous doit un livre en 2010, L'islam que j'aime, l'islam qui m'inquiète, avec Antoine Dabundo, paru chez Bayard. Pour dialoguer avec vous, nous avons proposé à notre invité de première partie de rester, Abdelataya. Abdelataya est romancier, il a tiré aussi un film d'un de ses derniers livres, L'Armée du Salut, et un livre intitulé Un pays pour mourir, un roman, vient tout juste de sortir aux éditions du Seuil. C'est un peu difficile, Christian Delorme, de savoir, à vrai dire, par où commencer et quoi penser aujourd'hui. Et je me tourne vers vous pour savoir où vous en êtes, vous, si vos idées sont très claires. On entend tout et son contraire. J'aimerais savoir quelle est votre position en termes de responsabilité, en termes de ratage. Qu'est-ce qu'on a raté, si on a raté quelque chose? Qui ont, d'ailleurs? Voilà. Quel est votre regard à vous, aujourd'hui? Écoutez, je suis très heureux de retrouver Abdallah autour de cette table. L'avantage de prendre des années, c'est qu'on a vu un certain nombre de choses bouger, évoluer, et je crois qu'il faut prendre tout cela en compte. Notre société est profondément bouleversée depuis 30-40 ans au moins. D'abord, la réalité du chômage est quelque chose de massif. On ne peut pas, une société qui compte quelque chose comme 4 millions de chômeurs ne peut pas fonctionner normalement. Et parmi ces chômeurs, il y a effectivement une majorité de gens qui sont issus de notre ancien empire colonial, en tout cas une grande partie. Donc là, obligatoirement, il y a des phénomènes de dysfonctionnement de la société. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous sommes dans un monde complètement transformé, vous le savez mieux que moi, du fait des nouveaux médias, et qu'on ne peut plus rien contrôler. Personne ne pouvait imaginer la révolution que représenterait Internet, qui fait que toute personne peut aujourd'hui être en contact avec d'autres personnes du bout du monde, avec des groupes, et sans qu'il n'y ait vraiment de contrôle possible. Et je crois que si la question de l'islam est tellement au centre aujourd'hui des débats, et il faudrait peut-être pas qu'elle le soit complètement, parce qu'il y a la question sociale qui est importante aussi, mais si la question de l'islam est au cœur des débats, c'est aussi parce que l'islam a profondément changé. Quand moi je regarde ce que j'ai connu depuis, j'ose pas dire, 40 ans, dans ma relation avec les familles musulmanes de l'agglomération lyonnaise et d'ailleurs, je vois bien qu'on est passé d'un islam traditionnel qui était assez conservateur, et Abdallah le sait bien, mais qui était bienveillant, qui était un islam de l'ouverture et de la tolérance, que ce soit un islam d'origine marocaine ou d'origine algérienne ou tunisienne. On est passé à un islam assez différent avec les nouvelles générations, qui est un islam, on dit l'islam Google, l'islam Internet, l'islam qui fait que des jeunes se sont laissés vraiment influencer par des pensées, par des doctrines qui sont obscurantistes et qui font leur succès sur l'ignorance. Quand on entend les jeunes de nos quartiers aujourd'hui qui s'affirment musulmans parce qu'ils ont un besoin d'avoir une fierté et qu'ils n'arrivent pas à se dire français parce que la France ne les a pas assez considérés, donc ils s'attachent à cette identité musulmane. Mais qu'est-ce que c'est que cette identité musulmane? Sur quoi elle est fondée? Quand on les entend prendre des bouts, des versets de Coran sans les mettre dans leur contexte, sans savoir à quel moment ils ont été reçus par les premiers auditeurs de la révélation coranique, c'est à pleurer. Et notre société ne fait rien non plus pour aider à une meilleure approche religieuse du Coran et d'ailleurs d'autres réalités comme la laïcité. Mais en disant cela, on a l'impression que vous faites finalement un certain amalgame entre l'islam et les djihadistes. Ce fameux amalgame. Est-ce que vraiment le phénomène purement djihadiste, des gens qui prennent les armes, est-ce que c'est véritablement enraciné dans une pratique de l'islam traditionnelle, même si elle est un petit peu modernisée avec les Internet, ou est-ce que c'est aussi seulement en rapport avec les problèmes sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension qu'on oublie peut-être de mettre en avant? En tout cas, pour ce qui est du terrorisme, c'est évident que le terrorisme n'est pas d'origine islamique. Le terrorisme, d'ailleurs, historiquement, c'est très bien où il est apparu. Il apparaît avec l'anarchisme du 19e siècle, enfin certains courants anarchistes, avec notamment tous les attentats que commettent les anarchistes russes ou les anarchistes italiens. Le président Sadi Carnot tué à Lyon, par exemple. Voilà, historiquement, où apparaît le terrorisme. Puis après, il a été récupéré par d'autres groupes. Souvenez-vous,
vous êtes trop jeune, mais moi je m'en souviens, des mouvements de solidarité avec les Palestiniens, l'armée rouge japonaise, je ne sais plus les noms exactement, qui ont aussi commis des attentats. Il y a une récupération de ce terrorisme. Et puis il est passé à certains groupes musulmans dans un contexte international qu'on connaît tous. Mais il est évident que le terrorisme n'appartient pas à l'être même, il n'est pas ontologique. Non, mais je dis ça parce que finalement, on a l'impression qu'en parlant des problèmes sociaux, on abandonnerait l'idée qu'il faille lutter vraiment contre l'islam radical avec des moyens peut-être qui sont pas forcément ceux des moyens de la politique sociale. Moi je dirais d'abord, avant de lutter contre l'islam radical, parce que l'islam radical touche des minorités. Il faut faire attention au islam radical, islam modéré. Je crois qu'aujourd'hui, et pour moi c'est vraiment un sujet d'inquiétude, je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment un islam qui vient majoritairement de l'étranger, en gros le wahhabisme ou les courants frères musulmans du Qatar par exemple, qui ont une puissance d'argent formidable et qui transforment le visage de l'islam. Parce qu'encore une fois, les parents des jeunes qu'on entend aujourd'hui s'affirmer à tout moment musulmans, ils étaient complètement musulmans, mais ils avaient un vécu musulman qui était d'abord centré sur leur spiritualité et non pas sur le jugement des autres. C'était pas un islam totalitaire. Or aujourd'hui, on a laissé se développer cet islam totalitaire. Et le malheur, c'est que comme les musulmans, me semble-t-il en tout cas, de France, se sentent toujours en état d'accusation, eh bien ils vont faire bloc avec tous ces groupes, avec tous ceux qui se disent musulmans. Bien sûr qu'ils ne sont pas pour l'islam radical et meurtrier, qui est encore une fois minoritaire, mais parfois ils acceptent d'être liés à des courants obscurantistes qui, je crois, sont une régression par rapport à l'histoire de l'islam lui-même. Abdel Attaya. En fait, moi j'ai 41 ans, donc je le précise parce que moi aussi, avec l'âge qui passe, donc j'ai assisté à plein de changements dans les sociétés musulmanes, en l'occurrence le Maroc. Et c'est vrai que ce qui me frappe, moi, c'est le brouillage des lignes partout. C'est-à-dire, on a beau expliquer telle chose par telle cause, et puis un an ou 2 ans après, on a l'impression qu'on n'a rien compris du tout, que c'est pas ça qui a fait que telle ou telle chose a fini par arriver. Mais une chose est sûre, et que moi, je pense, au-delà de tout ce qui vient de se passer en France, et au-delà de toute stigmatisation des musulmans par la société française, les musulmans eux-mêmes, et là je parle aussi de moi et de ma famille, tous les gens que je connais au Maroc et ailleurs qui sont musulmans, doivent aussi se regarder avec une honnêteté et doivent aussi accepter de faire une autocritique qui est plus que nécessaire. Je ne suis pas en train de dire que le terrorisme islamiste vient des musulmans ou bien de l'islam, mais il me semble, enfin c'est pas qu'il me semble, mais il y a quelque chose qui relie aussi ces islamistes à des musulmans comme mes sœurs, et comme cette chose, c'est qu'ils ont la même religion. Et malheureusement, les gens comme des Marocains ou des Algériens ou encore pire en Arabie Saoudite et au Qatar, c'est des gens qui sont gouvernés par des gens, par des princes, par des rois, par des présidents qui eux-mêmes utilisent la religion et instrumentalisent cette confusion, et pour que du coup les gens, disons des simples musulmans, se retrouvent coincés entre des présidents, des rois qui eux-mêmes, pour accentuer leur pouvoir sur les citoyens et les empêcher de s'émanciper, utilisent du matin au soir la religion, la religion, la religion, la religion. Et de l'autre côté, on se retrouve avec des terroristes qui, eux, sont très 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 bien connectés au monde, au niveau de technologie, qui savent parfaitement là où il faut frapper pour à la fois faire des réactions, faire que l'Occident surréagit. Et de l'autre côté, donc les musulmans, les simples musulmans, se sentent malgré eux en empathie avec les gestes qu'ils ont faits. J'espère que c'est clair. C'est quoi votre autocritique? Vous parliez d'autocritique. Qu'est-ce que vous diriez dans ce chapitre? Mais l'autocritique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que l'islam se renouvelle. Il est nécessaire qu'il y ait une rénovation. Mais je parle là qu'on sorte de cette confusion entre le pouvoir et l'intime politique, qu'il y ait une réelle laïcité et que nous-mêmes, que simples musulmans, on reconnaisse que ce qui est apparu il y a 14 siècles ne peut pas être complètement adéquat, ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Et là, je ne suis même pas en train de parler de l'islamisme ou de terrorisme islamiste, je parle juste pour les citoyens, le citoyen qui se considère comme musulman, c'est-à-dire par l'utilisation de la religion par ceux qui le gouvernent, va à son encontre.
l'empêche lui-même de se libérer en tant que citoyen, de se devenir un citoyen laïque, c'est une notion qui est très très importante pour moi. Donc voilà, ça aussi c'est un discours, je pense que moi en tant que, disons, musulman attaché à cette culture, à cette religion de manière culturelle, pour moi c'est très important. Il faudra aussi qu'on l'entende et qu'on ne se contente pas systématiquement, en tout cas du côté du musulman dans les pays musulmans, d'une condamnation... D'accuser les autres. Non, pas d'accuser les autres. D'une condamnation systématique du terrorisme islamiste, de dire ne sont pas ça. Parce que c'est quelque chose... et je sais bien qu'en disant peut-être ça, je vais me faire des ennemis, mais ce n'est pas grave. Parce que ce discours qui condamne systématiquement en disant ne sont pas eux, c'est devenu aussi un discours utilisé et compris par des gens de l'Arabie Saoudite, par des gens qui étaient le 11 janvier en train de manifester à côté de François Hollande. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de brouillage des lignes et des brouillages et de confusion énormes. Et c'est pour cela aussi, je le répète, qu'il est très important que le citoyen musulman fasse cette autocritique et par rapport à comment lui, sa responsabilité aussi dans ce qui se passe ailleurs. Et peut-être que je devrais le rappeler, le terrorisme islamiste, avant de frapper ici en France, de frapper Charlie Hebdo, il tue tous les jours, d'abord et avant tout, des musulmans à travers le monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra rappeler ici et rappeler aussi aux musulmans. Des responsabilités partagées, Christian Delorme. Oui, tout à fait. D'abord, Abdelataya vient de souligner quelque chose de fondamental, c'est que toute cette violence qui est à l'intérieur du monde musulman depuis un certain nombre d'années, qui a des causes multiples, dont aussi les politiques impériales ou impérialistes de l'Occident, cette violence, elle touche d'abord les musulmans. Ce sont les musulmans qui tous les jours meurent en Irak, au Pakistan, etc., etc. Et donc, et il y en avait parmi les morts de la semaine dernière. Il y en avait parmi les morts. Donc, il faut tout à fait dissocier l'islam dans son identité propre et cette violence. Mais il y a une période douloureuse aujourd'hui de l'histoire de l'islam. Maintenant, il faut voir aussi que les responsabilités de notre société sont importantes. Et je pense tout particulièrement que nous n'avons pas réglé ici en France. Alors on va dire que je ressors toujours un vieux dada, mais malheureusement je le ressors parce que je crois que c'est vrai. C'est ça qui est triste à dire, il faut le ressortir, et ça fait 30 ans que vous le sortez. Voilà. Comme quoi c'est pas encore entendu. C'est-à-dire que je crois que la société française ne se rend pas compte qu'elle a encore des réflexes coloniaux très forts et que l'immense majorité de nos concitoyens maghrébins, musulmans, on ne sait plus quelles étiquettes donner, se sentent régulièrement stigmatisés, ne se sentent pas traités à égalité, y compris des gens qui ont fait des beaux parcours dans la société française en termes professionnels et qui régulièrement disent je dois toujours justifier de mon intégration, de mon républicanisme, de ce que je n'ai rien à voir avec les terroristes, avec l'islam intégriste, etc. Régulièrement, on leur demande ça. Et je crois que notre société, en effet, continue d'être habitée par des schémas mentaux, même souvent inconscients, qui font qu'on ne traite pas à égalité nos concitoyens d'origine maghrébine. Enfin, je crois que on pourrait dire nos concitoyens issus de l'ex-empire colonial français. Et là, on a tout un travail à faire. Et puis, le travail que nous avons à faire, parce que ça, on ne l'a pas fait, c'est vraiment d'essayer d'écrire un récit national ensemble. Abdelataya est romancier, il sait l'importance qu'il y a à ce que nous ayons des histoires derrière nous, que nous nous inscrivions dans une longue histoire. La Bible, c'est une formidable grande histoire. Le récit, tous les pays ont besoin de se construire une histoire, un récit qui est régulièrement réinventé parce que les choses changent. Moi, quand j'étais gamin, on avait Clovis et Charlemagne et Jeanne d'Arc, y compris au lycée laïque. Aujourd'hui, c'est sûrement autre chose. Mais il faut qu'on s'invente un récit où tout le monde se sente inclus, se dise je suis vraiment dans cette nation, c'est ma nation, avec mes différences. Et pour cela, il faut que l'on mette davantage en valeur un certain nombre de personnages à dimension universelle qui viennent de tous ces horizons. Je pense à des grands romanciers comme Kateb Yassine, comme Driss Shaibi. Tous ces gens-là doivent être inclus dans notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la France, c'est tout ce monde-là, avec ses origines diverses. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Aujourd'hui avec Christian Delorme qui est prêtre dans l'agglomération lyonnaise et pour dialoguer avec lui le romancier Abdellah Taïa. Vous disiez Christian Delorme qu'il fallait écrire un récit national ensemble et donc inclure un certain nombre de grandes personnalités de la culture, de l'art. J'aimerais vous demander où et comment, par quel vecteur cela passe selon vous? Ça passe par deux canaux importants de transmission qui sont d'une part l'école et d'autre part les médias. Et l'école, je crois, a besoin vraiment de faire ce travail-là. Et j'espère qu'avec la ministre actuelle que nous avons, qui fait partie justement de cette histoire croisée du Maghreb et de la France, j'espère qu'on va arriver à quelque chose. Il faut que les jeunes qui sont dans nos écoles, surtout dans le primaire, parce que dans le primaire, vous savez, je suis pas un spécialiste de l'école, mais notre primaire marche assez bien en France. C'est là où ça va plus bien, après, c'est le collège, parce que les jeunes n'ont pas le même soutien familial, etc. Mais dans le primaire, on peut faire passer énormément de choses. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait le souci, moi je crois, de ces générations-là, non pas que les autres soient sacrifiés, mais ne reproduisons pas avec les jeunes qui sont aujourd'hui dans l'école primaire ce qu'on a pu rater avec les générations précédentes, et puis essayons de rattraper ce qu'on a raté avec les autres générations. Mais vraiment, je crois qu'il faut que des jeunes soient fiers d'être ce qu'ils sont, qu'ils soient fiers de l'histoire de leur famille, qu'ils soient fiers de l'histoire des nations dont ils viennent, et qu'ils apprennent à devenir fiers aussi d'une France qui a ses côtés lumineux et ses côtés obscurs, comme toute nation, mais d'une France qui est capable, qui a des valeurs universelles et qui, normalement, est capable d'englober toutes ces différences. Abdellah Taïa. J'espère que tout cela va se réaliser dans la société française, mais c'est vrai, quand on le disait dans la première partie de l'émission, en tout cas, le citoyen immigré, en tout cas comme moi, quand il débarque en France, il a affaire à tout cet imaginaire français et tout ce qui n'a pas été réglé dedans, et donc il faut qu'il bataille, avec tout ce qu'on lui renvoie à la figure en pleine journée. Mais moi, ce qui me frappe, pour rester toujours dans le même thème, c'est cette double ignorance des deux côtés. À la fois, tout à l'heure, je vous racontais que quand j'étais petit avec mes sœurs, l'idée de la France, c'était la fin des années 70, début 80. Pour elles, pour nous, c'était quelque chose de beau, romantique peut-être avec plein de clichés, mais il y avait quelque chose de fondamental qui est arrivé jusqu'à nous, que Paris, la France, il y a quelque chose de magnifique et de merveilleux parce qu'il y a cette idée, au fond, la liberté. Et quand on chantait Edith Piaf ou bien quand on parlait de parfum, il n'y avait pas que l'idée que c'est peut-être de la consommation ou bien des produits que la France ne vend. Mais il y avait quelque chose de beau et que le fait d'aller en France, c'était pour rencontrer cette idée belle qui est avec au centre la liberté, mais que malheureusement quand on arrive là, la réponse de la France par rapport à ce désir qui vient de loin n'est pas toujours pour moi en tout cas, n'est pas toujours à la hauteur. C'est comme si le fait de dire à un Français qu'il y a tout ça, ça le mettait déjà dans une position supérieure par rapport au reste. Et on est obligé pour lui parler, de toujours s'oublier et oublier peut-être ce que lui ne connaît absolument pas du tout sur nous, sur cette origine, sur nos origines, pour toujours rester à ce niveau-là de Français qui, dans une position supérieure. Donc il y a une forme de double ignorance de ce Français vis-à-vis des origines de cet être qui vient de loin, et l'autre ignorance, qui est encore pour moi peut-être encore plus grave, c'est que dans la société musulmane, et là je mets peut-être de côté la France, les musulmans eux-mêmes ont oublié leurs propres exemples de liberté, ce qui a été inventé d'extraordinaire. Je veux dire, moi souvent, je le reciterai toujours, les Mille et Nuits. Comment peut-on avoir produit un tel chef-d'œuvre de la littérature, un tel chef-d'œuvre de contestation, de irrévérencieux, de liberté, et en même temps faire en sorte comme si l'espace et les gens qui ont permis que cela existe, c'est comme si tout cela n'a pas existé du tout. Donc voilà, pour moi, je dirais les doubles ignorances qui pèsent. Tout ça, ça me paraît des problèmes tout à fait intéressants. La question que je me pose encore, c'est de savoir quel rapport entre ce que vous dites, les questions qu'on pose sur la société, et ce qui s'est produit concrètement,
c'est-à-dire ces attentats terroristes. Vous parliez, chacun prend sa part de responsabilité, il y a une partie des musulmans, une partie de la société française. Bon, tout ça, on peut tout à fait admettre que les responsabilités soient partagées, mais à la question comment faire face aujourd'hui, indépendamment des mesures sociales que l'on pourrait prendre ou des rectifier des choses qui durent depuis longtemps, qu'est-ce que l'on peut faire? Je vois par exemple que la Grande Mosquée de Paris demande aux autorités d'interdire d'exercice tout gestionnaire de lieux de culte musulmans ou imam qui prône un discours allant à l'encontre des valeurs de la République. Vous disiez tout à l'heure, Arabie Saoudite, Qatar, il y a là des choses concrètes. On sait aussi qu'il y a des réseaux en France. On sait aussi qu'il faut peut-être mieux contrôler ces réseaux et peut-être aussi aller chercher les armes où elles se trouvent. Est-ce que vous seriez d'accord, en même temps que ces politiques compréhensives, de la nécessité de mener une politique qui serait une sorte d'action, de bataille contre précisément le problème qui nous a assaillis ces dernières semaines? Abdallah Taïa. Je pense que nous savons très bien que ce n'est pas cela qui va suffire. C'est évident parce que le problème est tellement compliqué et que ça implique presque notre place et la place de la France vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est-à-dire là où la France intervient, en Afrique, au Mali, qu'est-ce qu'on a fait quand il a fallu intervenir ou pas en Syrie. On sait très bien que de mon point de vue, c'était une erreur fondamentale de la part de l'Occident qui laisse la Syrie comme ça aller. Et que aller. Beaucoup de spécialistes des phénomènes de radicalisation y voient un point et un moment et un lieu de basculement. Ah, totalement, parce que la Syrie est à peine à 4 heures, même pas en avion. Et donc, vous voyez, on a bien vu que le fait qu'il y ait ce front-là qui s'est ouvert à... Vous voulez dire qu'il fallait intervenir? Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Oui, pour moi, il fallait intervenir. Il fallait aider D'accord. les gens qui se sont révoltés contre le... À vrai dire, je n'ai pas vraiment de réponse précise à votre question, mais je ne peux que répondre qu'on est dans un monde totalement globalisé et ce qui se passe à Paris et ce qu'on entend à Paris a des conséquences ailleurs et qu'il faut que les Français en prennent conscience, tout simplement. C'est-à-dire que, évidemment, défendre la liberté d'expression en France est quelque chose d'extrêmement important, mais il ne faut pas que cela nous aveugle sur ce qui se passe ailleurs, et je dirais même de notre responsabilité à tous ici en France, sur ce qui se passe ailleurs, parce que forcément le boomerang finira par nous revenir en plein gauche. Je ne dis pas là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'auto-censurer, mais qu'il faut bien mesurer ce qui se passe au Liban, ce qui se passe à Bagdad, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Afghanistan, a forcément des conséquences ici et au Maroc. Christian Delorme. Oui, alors moi, j'ai une chose, je crois, importante qui est déjà de l'ordre du possible. C'est qu'il faut que nous comptions davantage, que nous nous appuyons davantage sur les familles musulmanes de France. Je crois que vraiment notre meilleure protection contre toutes ces dérives terroristes et folles, meurtrières, et même contre un islam obscurantiste, c'est le bon sens des familles, des mères de famille. Et je crois ça ne suffit pas, pardon de vous interrompre, dans ce que nous a raconté Abdallah Taïa de sa propre expérience familiale au Maroc, mais ça ne change pas grand-chose, à vrai dire. Manifestement, ce n'est pas suffisant. Écoutez, depuis le bon sens de la famille. Je crois vraiment que depuis une trentaine d'années maintenant, les familles nous ont protégés. Je donne deux exemples. Lorsqu'il y a eu la tragédie algérienne, la décennie noire en Algérie, quelque chose comme 200 000 morts en Algérie. En France, nous avons la plus grosse diaspora algérienne au monde. Les familles algériennes ont tout fait pour que le drame de l'Algérie ne se transpose pas en France. Et moi, je me souviens très bien, parce que j'ai même participé à l'organisation des funérailles de Khaled Kelkal, je me souviens très bien comment les familles faisaient tout pour laisser au loin ce conflit, même quand elles avaient des positions, en disant non, on ne manifeste pas ici, dans le sens où... première chose, elles nous ont beaucoup aidés. L'autre dimension, c'est ces dernières années, on sait très bien, les services de police le disent, que beaucoup d'attentats ont été déjoués en France depuis 1995. Et grâce à qui ? Certes, à la performance de plus en plus de nos services, mais pas seulement. C'est aussi parce qu'il y a des gens dans les familles musulmanes, dans les mosquées, qui, lorsqu'il y a quelque chose d'inquiétant, le font savoir. Et puis, troisième point qu'on oublie souvent, même si les chiffres sont toujours difficiles à manier, mais avec l'armée, on peut le savoir à cause des gens, puisque dans l'armée, on peut afficher sa religion. 10% aujourd'hui des militaires français sont des franco-maghrébins, franco-musulmans.
Alors c'est plutôt quelqu'un qui a un passé antimilitariste qui dit ça, mais c'est quand même quelque chose aussi qu'on ne dit pas suffisamment, que aujourd'hui les musulmans de France protègent l'ensemble de la nation. Et ce qui deviendrait grave, c'est que la dérive qu'on commence à voir chez toute une partie de la jeunesse des quartiers en difficulté, c'est que cette dérive s'étende davantage. Donc ce qu'il faut faire, c'est empêcher, c'est juguler cette dérive et nous appuyer sur ces gens dont, encore une fois, je pense qu'ils sont les amis de l'intérieur. Abdallah Taïa parlait de la double ignorance tout à l'heure et de ce miroir permanent entre les uns et les autres. Vous, Christian Delorme, vous faites le va-et-vient en permanence entre l'église et la mosquée. Vous faites des conférences, vous voyez beaucoup de jeunes. Vous avez remarqué en particulier que lors des manifestations de dimanche dernier, il y avait peu de musulmans et de Français issus de l'immigration, voire de Maghrébins dans les manifestations, comme il y avait peu, avez-vous remarqué, de catholiques, de ceux que vous aviez remarqués dans les manifs pour tous. Est-ce que cette double ignorance peut être corrigée et de quelle manière également? Vous faites bien de souligner ça parce que c'est vrai qu'il y a eu une quasi-absence de nos concitoyens musulmans et franco-maghrébins. Encore une fois, je mets des étiquettes à tous ces mots dans les grands rassemblements de dimanche. Mais il y a eu une absence tout aussi forte de ceux que j'appelle les catho-catho, enfin, je peux les appeler comme ça, c'est-à-dire aujourd'hui les générations catholiques les plus militantes dans l'Église catholique de France. Pour quelle raison? Les événements se seraient passés il y a 30 ans, vous auriez eu la quasi-totalité des évêques de France dans les rassemblements. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait eu beaucoup d'évêques qui y soient allés. Je ne crois pas. Et ça, c'est un signe. Pourquoi? Parce que les replis identitaires, communautaristes, les identités meurtrières d'Amin Malouf, eh bien, elles sont en train de se constituer de plus en plus. Et pas seulement chez nos compatriotes musulmans, mais aussi dans toute une partie de la communauté chrétienne, comme sans doute dans la communauté juive que je connais moins. Mais pour moi, c'est assez douloureux. Je peux vous dire qu'à Lyon, il y avait 300 000 personnes. Je pense que c'était un effet aussi de la mémoire collective. Lyon, capitale de la résistance. N'empêche que j'ai cherché les cathos et les collègues prêtres. Malgré tout, malgré le fait, Christian Delorme, que vous travaillez, vous œuvrez depuis 40 ans, c'est vous qui l'avez dit, vous restez optimiste, vous restez combattant ou votre état d'esprit commence à... Non, je reste combattant et confiant, mais je pense que la vie est toujours un combat. Et que c'est vrai qu'on est en face de défis. Il y a des défis nouveaux. Ce ne sont pas les mêmes défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et auxquels nous étions confrontés dans les années 70-80. Ce ne sont pas les mêmes. Des choses se sont améliorées parce que, et ça on ne le voit pas non plus, la majorité de nos compatriotes, encore je reprends les étiquettes, franco-maghrébins, franco-musulmans, sont en fait insérés dans la société. L'immense majorité. Si vous allez à l'entrée de n'importe quelle banlieue, tous les matins, vous voyez des milliers de gens partir au travail et le soir, des milliers de gens revenir. Oui, il y a plus d'intégration que des intégrations. Donc il y a plus d'intégration que des intégrations. Aussi le dire très fort. Et ça, on ne sait pas le mesurer et on ne sait pas le dire. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. On n'a pas un constat d'échec massif. Et moi, je crois encore que la machine à intégrer, alors on pourrait discuter des notions d'intégration, mais la machine à intégrer française fonctionne encore à condition que nous soyons fidèles vraiment à nos idéaux d'égalité et de fraternité. Abdallah Taïa. Pour ce qui me concerne par rapport à la question du terrorisme islamiste, sincèrement, là, aujourd'hui, je suis dans quelque chose d'une tristesse infinie parce que je ne vois pas quelle réelle solution pourrait aujourd'hui nous débarrasser de ce cancer, aussi bien ici en France, ou bien qu'ailleurs, au Maroc, ou bien en Syrie. Parce que quand on voit comment le monde ne cesse de s'emballer, comment les questions politiques ne cessent de se compliquer, et comment on voit par exemple que le printemps arabe, qui est cette chose extraordinaire, née en 2010 et qui était pour moi un espoir immense, et qui se situe pas du tout du côté de l'islam, de manière générale, de l'islamisme, a été tué dans l'œuf dans plusieurs pays, sauf la Tunisie. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui pour l'instant aujourd'hui me rend extrêmement triste et perplexe. Je me pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que si j'appelle quelqu'un, par exemple ce neveu, que je lui parle, est-ce que ça va suffire? Et même ici en France, tout ce qu'on entend malheureusement depuis le 7 janvier sur la notion de musulman et tout ce que cela permet à certains de dire ici en France, c'est dire un autre... J'ai l'impression presque comme un autre piège, voilà, qu'on tend à ce musulman, une autre stigmatisation. Et donc, il faudra presque de nouveau dire qu'on n'est pas ça. Et qu'on passe presque son temps à dire non, on n'est pas ça, on n'est pas ça. Alors qu'il y a la question
il y a des questions plus vitales, plus importantes auxquelles il faut répondre et que moi, personnellement, aujourd'hui... Vous avez une esquisse d'amorce de réponse, Christian Delorme, à apporter à Abdallah? Non, je crois qu'il y a je suis comme Abdallah assez dérouté. Bon, il y a des réponses policières, il y a de la coopération entre les pays parce qu'il y a des vrais problèmes en effet de danger pour les populations avec ces phénomènes de terrorisme. Et on a parlé tout à l'heure du Nigeria, de Boko Haram, où les horreurs sont encore pires que ce que nous avons pu connaître. Et donc il y a des réponses policières, militaires, de coopération entre les États. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une coopération plus grande entre la France et l'Algérie. D'ailleurs, ça on le souligne pas beaucoup, mais c'est aussi une manière de finir la guerre d'Algérie qui est intéressante. Et puis, il y a les populations qui sont encore une fois la meilleure protection de notre pays. Tentez leur chance, votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances, je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Redan, Madame la République, bonjour Raphaël Bourgois. Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. Vous poursuivez notre réflexion aujourd'hui avec votre chronique des idées au quotidien, l'impossible enseignement du fait religieux. Oui, on a beaucoup parlé, ou plutôt reparlé depuis quelques jours, de la nécessité d'enseigner le fait religieux. L'intention derrière l'injonction, montrer que la laïcité n'est pas l'exclusion de toutes les religions, mais bien la reconnaissance de la liberté de croire ou non, de se conformer ou de ne pas se conformer à un certain nombre de préceptes. Et pour ça, l'école devrait transmettre une approche historique et sociologique du dogme, des traditions. Il s'agit en quelque sorte de considérer le religieux en dehors de la religion. L'enjeu, c'est de sortir des jugements de valeur ou de morale, de montrer qu'une approche rationnelle est possible. On affirme ainsi qu'il existe un fond anthropologique commun permettant d'englober toutes les pratiques, de les comprendre dans un mouvement commun. Un peu comme on dit que toutes les langues se valent, on pourrait dire que toutes les religions se valent aussi. Mais tout ça présuppose une science des religions. Une science des religions est-elle vraiment possible? C'est justement la question posée par l'historien Alain Besançon dans le dernier numéro de la revue Commentaire. Il répond d'emblée par l'affirmative. Oui, il existe bien une science des religions que l'on peut faire progresser et enseigner, mais elle continue de susciter un certain nombre de questions. Alors on peut les lister. Une religion peut-elle parvenir à une conscience rationnelle de soi? La tentative de comprendre de l'extérieur n'a-t-elle pas forcément comme conséquence de détruire l'objet? Ou dit autrement, le fait religieux n'est-il pas la négation de la religion? Les religions peuvent-elles se connaître entre elles? Ou enfin, que faire de l'athéisme? Je renvoie nos auditeurs à la lecture de cet article qu'on peut retrouver dans la revue Commentaire ou sur le site kern.info. Moi, je n'aborderai ici que quelques éléments suscités par Alain Besançon. Tout d'abord, la difficulté à définir ce qu'est la religion. Pour l'historien, aucune définition ne s'est jamais imposée. Il fait une histoire rapide et revient sur les apports successifs des théologiens, philosophes, historiens, sociologues et enfin plus récemment des psychologues et des anthropologues. Chacun a pu constater, ordonner, reconstituer, classer même parfois. Certains insistent sur le sentiment religieux des individus, d'autres à l'inverse sur la religion comme outil de domination. Foi et raison existent dans un rapport dialectique qui est bien connu. Il faut noter qu'Alain Besançon évoque essentiellement dans son article le christianisme qu'il connaît le mieux, mais rappelle que le judaïsme, l'islam ou encore le bouddhisme sont des religions qui ont su réfléchir sur elles-mêmes. Là où ça se complique, c'est quand on cherche à sortir de la description. Car pour cela, il faudrait parvenir, par la comparaison, à déduire des facteurs stables qui définiraient ce qu'est en soi une religion, toutes les religions aussi bien qu'une religion donnée. Or, il est très compliqué d'admettre en raison l'existence objective du sacré, c'est-à-dire de Dieu, surtout que pour être parfaitement juste, il faut pouvoir réconcilier les contraires, mettre sur un même plan le fait de croire et de ne pas croire, faire parler ensemble les Lumières, Marx ou Freud, qui voient dans la religion un dérèglement de la raison, et Saint-Augustin, Auguste Comte, Max Weber ou encore Émile Durkheim, qui au contraire cherchent à ne pas détruire la religion. Enseigner le fait religieux, ce n'est pas impossible, mais il faudrait au préalable répondre à cette question qui fâche. Est-ce que l'école publique doit considérer que la religion fait partie de la conception générale que les hommes se font de leur existence? Christian Delorme.
Je crois que l'enseignement du fait religieux est absolument nécessaire quand on voit toutes les sottises qu'on entend régulièrement, surtout aujourd'hui, sur toutes les religions. Et je pense que c'est vraiment très urgent. Merci beaucoup Christian Delorme, merci à vous. Abdellah Taïa, je rappelle le titre de votre dernier roman, Un pays pour mourir, paru aux éditions du Seuil. À la technique aujourd'hui, c'était Clément Daté.